Un voyage qui n'est pas du goût des Espagnols. Pierre Mauroy est à Madrid pour une visite privée prévue depuis longtemps, mais qui intervient 48 heures seulement après l'incident du golfe de Gascogne. Citroën dégraisse, la direction du groupe automobile annonce la suppression de près de 6000 emplois, mais pour l'instant, il n'est pas question de licenciement. Le nouvel oiseau des mers de Marc Pajot, son catamaran Elf Aquitaine a pris la mer. C'est un engin de 20 mètres, digne d'un véritable opéra de science-fiction. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La bataille navale au large des côtes de La Rochelle empoisonne à nouveau les relations franco-espagnoles. Et cela d'autant que l'un des deux pêcheurs les plus gravement blessés, mercredi, lors de l'arraisonnement des chalutiers espagnols, ce pêcheur a dû être amputé hier soir. La presse madrilène se déchaînait d'ailleurs aujourd'hui, prenant notamment prétexte du voyage privé de Pierre Mauroy dans la capitale espagnole. Nos envoyés spéciaux Pierre Alain et Patrick Derrien suivaient cette visite. Accueil infiniment discret pour Pierre Mauroy à Madrid, mais on insiste dans l'entourage du Premier ministre sur le caractère tout à fait privé de sa visite à l'invitation du maire de Madrid, M. Galvan. Mais derrière cette discrétion se cache aussi la lourde indignation des Espagnols. Il est vrai que leur célèbre fierté a été blessée et les banderilles ont été piquées drues ce matin encore par la presse madrilène unanime comme par l'opposition. Pas de manifestation hostile cependant dans les rues, une seule contestataire cet après-midi devant la mairie, elle piétinait le drapeau français, une seule affiche à 2 pas de là, signée de l'extrême droite. On veut rester serein ici à Madrid et dans l'entourage du Premier ministre espagnol, on indique que comme prévu demain, M. Mauroy sera reçu avec courtoisie mais sans sourire par M. Felipe González. M. González qui attend des explications acceptables de la part du gouvernement français. Pierre Mauroy est venu avec une note détaillée sur les événements. Il ne faut pas compter sur des excuses de sa part, mais seulement sur des explications assorties certainement de regrets pour les victimes et d'une position réaffirmée. Deux réactions politiques en France à cet incident du golfe de Gascogne. D'abord, celle de Lionel Jospin qui juge l'incident extrêmement grave tout en le déplorant. Le premier secrétaire du Parti socialiste demande au gouvernement espagnol d'intervenir pour faire cesser les infractions répétées de certains bateaux. La seconde réaction émane de M. Michel Debré, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, estime que, et je le cite, pour une fois, le gouvernement français a les mains propres. La situation telle que la défend le gouvernement espagnol est indéfendable. Ce sont les termes de M. Michel Debré. Alors sur le terrain, c'est-à-dire en mer, la journée a été calme et l'annonce par une radio espagnole d'un nouveau tir de semonce, mais sur un bateau de pêche britannique cette fois, cette annonce a été formellement démentie par le gouvernement français. Reste que l'avertissement d'hier semble avoir porté ses fruits. C'est ce qu'a pu constater Thierry Calmette, qui a suivi le contrôle des autorités françaises. Depuis 8 heures ce matin, le Mystère 10 de la 57e escadrille de l'aéronavale survole la zone de pêche cruciale. Elle s'étend des Sables d'Olonne à Bayonne sur une largeur de 200 km. Mission, repérer les chalutiers en infraction. Les moyens, un biréacteur rapide, un radar classique et de bons yeux. Car l'identification des navires se fait à vue. Mais aujourd'hui, rien, ou très peu. Quelques chalutiers français, peu nombreux, aucun espagnol. Un calme inhabituel pour la saison. En quoi la mission d'aujourd'hui est-elle exceptionnelle? Elle est exceptionnelle parce que nous n'avons trouvé aucun chalutier espagnol, sauf le dernier dont l'indicatif a été transmis au Croix-Saetel et vous avez pu vous rendre compte que c'était un chalutier également français. Donc nous n'avons trouvé absolument aucun chalutier espagnol. D'habitude sur cette zone, vous trouvez combien de bateaux? 30 à 50 bateaux, c'est très courant. RAS, rien à signaler. Cette expression militaire se justifie pleinement aujourd'hui. Les hauts-fonds de Rochebonne, région habituellement très fréquentée par les chalutiers, sont quasiment déserts. Pendant les 4 heures que durera la mission de l'aéronavale, le spectacle de l'océan restera le même. Pour l'instant donc, calme plat. Mais pour combien de temps? Il faut ajouter à cela que le GAL, le groupe antiterroriste de libération, qui a revendiqué les assassinats de 5 réfugiés basques espagnols en France depuis le mois de décembre, le GAL menace maintenant d'attaquer des objectifs français si la France continue à mitrailler les pêcheurs espagnols. Alors l'incident de mercredi qui a fait, je vous le rappelle, 9 blessés, dont 2 assez gravement, cet incident s'est produit alors que les relations traditionnellement tendues entre Paris et Madrid, ces relations traversaient une éclaircie. Aujourd'hui, la tension est à nouveau à l'ordre du jour et cette affaire dramatique vient alourdir encore un peu plus
le contentieux qui sépare les deux pays. Gérard Rivet. C'est le dossier de l'adhésion de l'Espagne au marché commun qui est la principale pomme de discorde entre Paris et Madrid. Dans ce domaine, on pourrait presque parler de relations épidermiques. Il y a 15 jours, Paris et les 10 proposent à l'Espagne une intégration progressive étalée sur 10 ans. La position de Madrid est claire, pas question d'une adhésion par étapes. En fait, ce sont les fruits et légumes qui sont au cœur du problème. L'Espagne produit plus et moins cher, Paris veut à tout prix éviter cette concurrence sauvage. Madrid doit mettre de l'ordre sur son marché intérieur avant toute négociation. Ce sont ces positions qui seront défendues âprement par chacun des partenaires à Bruxelles dans une dizaine de jours. Autre problème qui empoisonne les relations bilatérales entre la France et l'Espagne, la pêche. Nous l'avons vu hier avec l'arraisonnement des deux chalutiers espagnols. En fait, le contentieux maritime entre les deux pays est beaucoup plus ancien. Alors que depuis 10 ans, l'ensemble des pays de la CEE ont diminué de 30 à 50% leur flotte, l'Espagne a suivi une politique complètement inverse en doublant la sienne. Aujourd'hui, l'Espagne se retrouve avec une flottille de bateaux de pêche égale aux 3/4 de celle de toute l'Europe et se retrouve aussi devant des règlements communautaires de plus en plus restrictifs. Une équation difficile à résoudre. Reste le troisième dossier, celui du terrorisme. Dans ce domaine, l'incompréhension entre Paris et Madrid persiste. Madrid s'exaspère de voir le Pays basque français servir de sanctuaire aux commandos terroristes de l'ETA. À plusieurs reprises, le gouvernement espagnol a demandé à François Mitterrand de réunir une conférence internationale sur le terrorisme. Paris n'a toujours pas répondu. Il faut dire que le problème basque s'envenime de jour en jour et chacun semble régler ses comptes de part et d'autre des Pyrénées. Sans rapport avec cette affaire, un autre incident naval s'est produit, mais en mer Égée. Cette fois, il aurait opposé des navires grecs et turcs. C'est ce que prétend Athènes, qui dénonce une attaque de la marine turque contre l'un de ses bâtiments. La Turquie a démenti. En France, après Peugeot, Talbot et Renault, c'est au tour de Citroën d'annoncer une réduction de ses effectifs. C'était le thème du comité central d'entreprise d'aujourd'hui. La direction devait y préciser comment elle entend supprimer près de 6 000 emplois sur les 45 000 salariés de l'entreprise. Laurent Carenzo. Manifestation de la CGT cet après-midi devant le siège de PSA. Objectif, protester contre les réductions d'effectifs que la direction de Citroën a annoncées à la même heure au comité central d'entreprise. Citroën veut supprimer 6 000 emplois. 3 144 personnes devraient partir en pré-retraite et 600 à 700 immigrés pourraient rentrer dans leur pays. Il reste donc environ 2200 personnes pour lesquelles il n'y a encore aucune solution. Mais la direction, tirant les leçons de l'affaire Talbot, veut laisser la porte ouverte à la négociation, malgré les oppositions syndicales au licenciement. Nous souhaitons que le nombre de licenciements soit le plus bas possible et que le problème puisse se régler en concertation avec l'ensemble de notre personnel. Aujourd'hui, nous n'en sommes malheureusement pas sûrs. Nous allons donc, pendant le mois qui vient, entamer une très large concertation avec l'ensemble de nos partenaires sociaux pour étudier avec eux toutes les possibilités qui peuvent s'offrir de régler ces différents problèmes. Et bien évidemment, si nous devions être contraints, en fin de compte, de licencier, nous étudierons aussi, avec l'ensemble de nos partenaires sociaux, la possibilité de reclassement du personnel que nous n'aurions pas pu conserver. Nous réaffirmons pour la CGT qu'il n'y a pas de sureffectif chez Citroën, bien au contraire. Et nous réaffirmons que le plan de la direction qui prévoit 6 000 suppressions d'emplois, dont la plus grande partie en région parisienne, est inacceptable. En effet, c'est un véritable acte de sabotage contre les travailleurs, contre la région parisienne et contre le groupe tout entier que se livre la direction de PSA. Et le document remis par Citroën sur les licenciements est entièrement axé en région parisienne. La contrepartie de ces dégraissages dans l'industrie automobile, c'est la nécessité pour ces entreprises d'assurer une formation plus adaptée à ceux qui restent. Il faut leur permettre d'accéder aux technologies de pointe, cette nouvelle façon de travailler qui a complètement transformé la chaîne telle que nous la connaissons. Mais ce n'est pas toujours facile, comme nous l'explique maintenant Geneviève Moll.
Futur, c'est demain. Demain, voilà. Et passé composé. Composé, voilà. Est-ce bien utile d'apprendre aux ouvriers immigrés à écrire le français à l'heure des robots? Vous savez très bien que l'industrie automobile, qui était une industrie de main-d'œuvre, devient de plus en plus une industrie de technologie. Nous aurons donc besoin de plus en plus de spécialistes et de ce fait, nous avons à adapter notre outil de formation et à intensifier certains types de formation. Aussi, la formation s'adresse-t-elle peu aux travailleurs sans qualification. Sur 800 000 heures qui seront dispensées cette année chez Citroën, 1 sur 8 seulement ira à ceux qui ne sont pas formés, et c'est une formation traditionnelle. Certes, on peut avancer grâce à cette formation traditionnelle. À l'usine de Rennes, par exemple, où il n'y a pas d'immigrés, ceux qui n'ont pas de diplôme peuvent progresser, jusqu'à une certaine limite. Mais leur manque de connaissances de base devient vite un handicap. Vous avez des maths, vous avez beaucoup de choses que des gens qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont quitté à l'âge de 17-18 ans, arrivés à ce niveau-là, les gens sont obligés d'arrêter, ils sont bloqués. Quand on a un bagage technique, si on fait l'effort d'accepter les stages, on peut devenir ingénieur par progression interne. Monsieur Leroy, que voici, qui n'avait qu'un brevet industriel, a pu le faire. Bien, je crois qu'il faut, si vous voulez, travailler soi-même, c'est-à-dire continuer à étudier, à s'intéresser aux nouvelles techniques et surtout profiter, si vous voulez, de l'expérience qu'on peut acquérir dans la société. L'énorme problème reste celui des immigrés. Lorsqu'ils sont complètement analphabètes, il leur est très difficile d'apprendre à écrire notre langue. Combien d'heures faudra-t-il pour que ces hommes parlent correctement français? Je pense 1200 heures. C'est environ 6-7 ans pour eux. 6-7 ans? Ah oui. Grand V est égal. Bon, V. Corps. Avec ceux qui parlent, lisent et écrivent le français, les choses sont plus simples. Par les méthodes traditionnelles, ces hommes, par exemple, vont devenir responsables de machines complexes. Mais ils ne parviendront probablement pas, par ces mêmes méthodes, à conduire des automates ou des robots. Peut-être parce que la formation qu'on leur propose n'est pas la bonne. Ils pourraient recevoir une éducation style oral, uniquement à l'oral, qui pourrait leur permettre d'accumuler un bagage nécessaire à certaines professions où il n'est pas nécessaire forcément de savoir lire et écrire. La solution est peut-être là pour les immigrés, mais aussi pour les 2 millions d'analphabètes français. Apprendre des gestes et non l'alphabet. Mais c'est toute la philosophie de la formation qu'il faut remettre en cause si l'on veut entrer de plein pied dans l'ère de la robotique sans trop sacrifier les hommes. La CGT en baisse chez Talbot, c'est ce que démontrent les dernières élections dans le collège ouvrier de l'entreprise. La centrale d'Henri Krasuki est en baisse d'un peu plus de 14%, tandis que Force ouvrière progresse de 4,8%, la CSL de près de 3% et la CFDT grimpe elle aussi d'un peu plus de 1%. De nouveaux contrats de modération de prix ont été signés aujourd'hui entre les professionnels et les pouvoirs publics. Ils concernent notamment la réparation automobile et les cinémas qui ne devraient pas relever leur prix de plus de 4,25 ou 4,5% cette année. Vous vous souvenez que l'ambition du gouvernement est de ramener l'inflation à un rythme annuel de 5% fin 84. 5 agriculteurs passaient en jugement devant le tribunal correctionnel de Morlaix cet après-midi. On leur reproche d'avoir saccagé l'hôtel des finances de Carhaix. C'était l'un des épisodes des violentes manifestations qui ont secoué la région lors de la dernière crise du porc. Jean-Louis Calmejane. Le saccage de la perception de Carhaix avait été perpétré la nuit par un commando d'une centaine d'agriculteurs, alors que la Bretagne était en pleine crise porcine. Les dégâts ont été évalués à 120 000 francs par l'hôtel des finances de Carhaix qui s'est porté partie civile dans le procès qui s'est déroulé cet après-midi. Peu de temps après le saccage, la CGT, la CFDT principalement, appelaient à une manifestation qui réunissait, chose jamais vue à Carhaix, plus de 2000 personnes. De leur côté, 1000 agriculteurs manifestaient, eux, cet après-midi à Morlaix.
Les camions passeront peut-être plus facilement les formalités de douane à l'intérieur de la communauté à partir de l'été prochain. C'est du moins ce qu'espèrent les ministres de l'Intérieur européens qui souhaitent parvenir à un accord de simplification pour le mois de juin prochain. Élections municipales et cantonales en rafale dimanche, c'est-à-dire après-demain. Il y en aura 12 au total. À suivre le scrutin de Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne, où vous le savez, 2 maires se disputaient le même siège après que le Conseil d'État eut inversé les résultats de mars 83. Un imbroglio juridique qui avait amené le Conseil des ministres à prononcer la dissolution du Conseil municipal. Jean-Louis Le Seine. Depuis presque un an maintenant, c'est ce fauteuil qui est en jeu, ce fauteuil qui dimanche soir reviendra obligatoirement à l'un des 2 adversaires, car pour ce 3e tour des municipales de Limeil-Brévannes, il ne reste que 2 listes en présence, une de gauche, une de droite. Dès lors, les comptes seront vite faits. Du côté de la gauche, le maire communiste sortant, le docteur Guy Berjal, celui qui avait en janvier refusé de céder sa place de maire. Certes, il avait été élu régulièrement l'an dernier, mais depuis, il était devenu minoritaire au sein du conseil municipal, après les décisions d'inversion des résultats du tribunal administratif et du Conseil d'État. À ses yeux, en voulant rester maire, M. Berjal n'a fait que respecter la loi, sinon la logique. Je n'avais aucune raison a priori de me démettre de mes fonctions. J'ai appelé, je vous le répète, tous les élus à faire leur travail d'élus, quelles que soient leurs opinions et la liste sur laquelle ils ont été élus. Il se trouve qu'une majorité, effectivement, celle des amis de M. Bessières, a refusé de jouer le jeu des institutions de la République et en l'occurrence de faire leur travail au conseil municipal. C'est à eux qu'il faut poser cette question, ce n'est pas à moi. Devant cette situation, je vous le répète, la seule décision qui s'en posait a été prise, c'est la dissolution du conseil municipal et les nouvelles élections pour lesquelles nous sommes en campagne aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est un test national? Écoutez, monsieur, ce sont les Brévanais qui vont se prononcer. Ce n'est pas la France entière. Paradoxe, du côté de l'opposition, on considère également que l'élection de dimanche n'est qu'un test local. Gérard Bessières, la tête de liste, refuse d'ailleurs obstinément de parler devant la caméra. Pour ce 3e tour, aucune personnalité politique nationale de premier plan n'est venue, ni pour la gauche, ni pour la droite. La nuit, les couleurs d'affiches redoublent d'ardeur, mais le reste du temps, c'est jour tranquille à Limeil-Brévannes. Les habitants sont visiblement lassés, autant par le discours politique que par les débats électoralo-juridiques qui s'éternisent. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing affirme dans une interview au mensuel judaïque français L'Arche qu'il n'est pas à l'origine de l'accord de coopération nucléaire passé en 1975 entre la France et l'Irak. Vous vous souvenez que c'est Jacques Chirac, qui était alors le Premier ministre de M. Giscard d'Estaing, et c'est lui qui avait signé ce contrat. Alors dans l'entourage du maire de Paris, on réplique que l'ancien chef de l'État a été associé aux négociations qui ont précédé l'accord. François Mitterrand rendait hommage aux femmes. Aujourd'hui, c'était la suite de la journée internationale qui leur était consacrée hier et qui joue les prolongations jusqu'à samedi. Le chef de l'État a reçu le ministre des Droits de la Femme, Mme Yvette Roudy. Elle était accompagnée de 4 chanteuses, Nicoletta, Marie-Paul Bell, Sappho et la grecque Maria Farandouri. C'était sa façon de marquer cette journée. Les chanteuses qui doivent se produire ce soir dans la nouvelle salle du parc de la Villette ont trouvé le président de la République tout à fait charmant. Le président leur a rappelé les mesures concrètes adoptées depuis un an. Le tribunal civil de Paris a ordonné ce jour la saisie du film Mesrine, consacré à la vie du gangster par le réalisateur André Génovès. C'est l'industriel Henri Lelièvre qui avait demandé la saisie du film, actuellement projeté dans 21 salles à Paris. Henri Lelièvre, peut-être vous en souvenez-vous, avait été enlevé par Jacques Mesrine en 1977. Bruno Ledreff. Je veux que le président Petit intervienne. À peine sorti sur les écrans, le second film consacré à Jacques Mesrine va donc être saisi. Une décision du tribunal civil de Paris, rendue à la demande de l'industriel Henri Lelièvre, dont l'enlèvement est reconstitué dans ce film. Nous souhaitons voir M. Henri Lelièvre. J'ai la certitude qu'un de mes ravisseurs était Jacques Mesrine. Fiction, réalité, des images qui se ressemblent. Voici Henri Lelièvre, le vrai, le jour de sa libération. À l'entendre me raconter pas mal de choses, j'ai acquis peu à peu la conviction que c'était lui. L'enlèvement avait eu lieu le 21 juin 1979. La rançon s'élevait à 6 millions de francs. Henri Lelièvre avait déjà demandé et obtenu avant même la sortie du film que des coupures soient pratiquées pour que son nom n'apparaisse pas dans le scénario.
Une décision qu'André Génovès, le réalisateur, n'avait pas respectée. Je comprends mal. Ces raisons sont atteintes à la vie privée. Or, Monsieur Lelièvre a figuré à la une de tous les journaux. Il ne demande pas en l'occurrence de coupe sur le film, puisqu'il considère que les faits relatés sont exacts. Il demande à changer de nom. C'est son droit le plus absolu, et c'est ce que nous avons fait. Mais techniquement, je vous répète, ça ne peut pas être prêt avant mardi, alors qu'un bip-bip aurait pu être placé très, très rapidement dans les salles. Or, Monsieur Lelièvre n'a pas souhaité s'appeler Monsieur Bip-bip. À défaut de bip-bip, Henri Lelièvre s'appellera dans la prochaine version André Lemaître. 7 autres personnes qui ont eu affaire à Mesrine ont engagé des actions en justice contre les auteurs de ce film. Fiction, réalité. Jacques Mesrine abattu par la police le 2 novembre 1979. Hier, un visage et un nom qui faisaient peur ou qui fascinaient. Aujourd'hui, un nom et un visage qui inspirent cinéastes et écrivains. Déjà 2 films et 7 livres. L'ennemi public numéro 1 s'est muté une fois mort en tête d'affiche numéro 1. Il avait d'ailleurs lui-même préparé son entrée dans la légende. En médecine, la prévention peut éviter bien des soucis. C'est le cas pour certaines maladies, telles par exemple que le glaucome, qui touche en France près de 200 000 personnes chaque année. Apparemment, cet homme a l'air d'aller bien. Il n'a ni gêne ni douleur à l'œil. Pourtant, insidieusement, les vaisseaux sanguins de ses yeux s'abîment. Il est en train de développer un glaucome qui peut, à la longue, le rendre aveugle s'il n'est diagnostiqué et traité à temps. Pourtant, un simple geste suffit pour savoir où il en est, la mesure de la pression oculaire. Et nous allons mesurer la pression oculaire. À l'intérieur de l'œil, un liquide sans cesse renouvelé maintient une pression constante. S'il s'élimine mal, la pression augmente et atteint les minuscules vaisseaux sanguins de l'œil jusqu'à détruire le nerf optique et rendre aveugle. Le malade s'aperçoit généralement du problème seulement quand la vision baisse. Préalablement trempé dans un bain d'antithétique. Tout le problème des ophtalmologistes est de dépister le glaucome avant qu'il n'altère la vue, surtout chez les personnes à risque de plus de 40 ans qui ont des antécédents dans leur famille, ou encore qui présentent un diabète, une hypertension ou une forte myopie. Après la mesure de la pression oculaire, c'est l'examen du nerf optique qui détermine le degré de gravité. Droit devant vous, les points rouges. Puis on mesure l'étendue du champ visuel. Et leur position. Vous êtes prêts? Oui. On commence. 3. C'est par l'ensemble de ces 3 mesures que l'on peut révéler un début de glaucome. Reste alors à baisser la pression à l'intérieur de l'œil. Des collyres et médicaments appropriés pris tous les jours, la vie durant, suffisent le plus souvent. En cas d'échec rare, il faut intervenir, mais aujourd'hui le laser permet aux malades d'éviter la chirurgie. Actuellement, grâce à une nouvelle méthode, nous pouvons, avant toute indication chirurgicale, lui proposer le laser, ce qu'on appelle la trabéculorétraction au laser, qui permet de faire baisser la pression oculaire. Elle permet quelquefois de supprimer complètement le traitement médical. Avec ce dépistage facile et peu coûteux, et si nécessaire un traitement simple et efficace, on peut éviter à 200 000 personnes par an de perdre la vue. C'est l'Irlandais Sean Kelly qui a remporté au sprint la 2e étape du Paris-Nice. Le double vainqueur des éditions 82 et 83 de cette course voulait qu'on se souvienne de lui. Cela dit, c'est toujours le Belge Jean-Luc Vandenbroek qui conserve le maillot de leader, tandis que Bernard Hinault est 3e au classement général. Avec une petite préoccupation pour le Français, puisque son équipe ne s'est classée que 8e lors de la demi-étape contre la montre qui s'est disputée cet après-midi. C'est un bien drôle de bateau qui vient de prendre la mer. Le nouveau catamaran de Marc Pajot a fait connaissance avec son élément. C'est un superbe engin d'un peu plus de 20 mètres que son architecte présente comme le mariage heureux de l'air et de l'eau. Et vous allez le voir, c'est vrai, on a un peu l'impression que cet animal, construit en fibre de carbone, est prêt à s'envoler. Alain Vernon. Le nouveau bolide de Marc Pajot est un véritable défi technologique de 4 millions de francs, doté d'un mât révolutionnaire de 24 mètres de haut et de 2 mètres de large pour un poids de 600 kg.
Ce catamaran est également plus large que l'ancien, 13 mètres contre 10 mètres seulement pour le premier bateau, avec lequel, le voici, Pajot a remporté, souvenez-vous, la route du Rhum, la Baule-Dakar et battu le record de traversée de l'Atlantique. Marc Pajot, qui décidément aime prendre des risques. Je crois qu'on a su prendre le premier risque avec Alpha Aquitaine numéro 1 en concevant un catamaran alors que tout le monde faisait des trimarans. Aujourd'hui, beaucoup pensent à concevoir des grands bateaux. Moi, je dis que dans une dimension raisonnable de 20 mètres, par exemple, on peut arriver à faire des bateaux plus performants en restant dans ces dimensions de bateaux. Si le premier catamaran de Marc Pajot était en aluminium, le second est donc en fibre de carbone. À Lyon, tout d'abord, on a construit les coques et le mât. Sur ces nids de plastique encollés, on a appliqué ensuite la fibre de carbone. La fibre de carbone, employée à l'origine pour les satellites, est un matériau fantastique. À poids égal, par exemple, elle est 4 fois plus résistante et rigide que l'acier. Dans les ateliers de Vannes, ensuite, on a assemblé la nouvelle poutre en forme de X reliant les deux coques espacées de 13 mètres. Puis sur cette poutre, on a installé un balestron mobile supportant le mât, le tout pivotant dans un angle de 70 degrés. Notre souhait, toute l'équipe qui a conçu le bateau, est de faire un bateau polyvalent. L'arme secrète de Marc Pajot et des architectes semble efficace puisque sans voile et avec peu de vent, le bateau atteint déjà 7 nœuds, soit 12 km/h. Il y a un tiercé demain à Saint-Cloud. Il y aura 13 partants pour ce prix Firfol. Vous voyez apparaître les pronostics de Pierrette Bresse. Le 12, le 6, le 9, l'As, le 13, le 10 et le 2. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, et dès ce soir, c'est décidé, nous allons commencer à établir des statistiques qui nous permettront de savoir si la dégradation du week-end est une fatalité ou si nous pouvons y échapper. Car demain, comme d'habitude, les choses se gâtent. Nous évitons le pire. Regardez la photo satellite de l'Atlantique. Nous arrive une belle perturbation qui fait reculer l'anticyclone et sur la Méditerranée persiste une dépression qui nous ramène par l'est des nuages. Résultat, sur notre carte, demain, après dissipation des brouillards matinaux, le temps restera couvert avec du crachin, de la bruine de la Bretagne au nord. Beau temps sur l'Aquitaine, le sud du Massif central, le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées, le Pays basque. En revanche, de l'instabilité partout ailleurs avec des chutes de neige sur le relief de l'Est et de la pluie sur la Corse. Il y a des risques de verglas demain matin sur la région de l'Est. Le baromètre descend, le thermomètre chute de 3 à 6 degrés sur la moitié nord et de 3 à 12 degrés seulement sur la moitié sud, maximum 12 degrés sur le sud-ouest. Nous sommes en dessous des normes saisonnières. Demain, samedi 10 mars, le soleil se lèvera à 7h13, se couchera à 18h48 et que vive les Viviens. Ce journal est terminé. Vous avez rendez-vous avec Hervé Claude aux alentours de 22h50, juste après Apostrophe. Demain, 12h45, antenne de midi avec Noël Mamère et je vous retrouverai demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.